Ok, je vais vous lire une poésie. Ça va vous sortir de la journée. Je l'ai écrite pour vous hier. C'est pas vrai, ça fait plusieurs mois que je l'ai écrite. Maître Chaton, sur sa carpette assis, regardait au dehors envieux, de l'épervier, du merle et du grand-duc aussi, bref, de tous ceux qui grassent les cieux. Oh, comme je serais heureux ici-bas, si des ailes m'eurent été données. Comme le rapace, je pourchasserais le moineau, comme le rat. Sur ciel et terre, je régnerais. Or, comme passait par là une malicieuse fée, voici qu'elle les lui donna. Deux magnifiques ailes, d'un plumage parfait, lui poussèrent dans le dos, et voilà. Voilà donc un matou, empêtré quand il court, mais pas plus volant qu'une planche, que les souris entendent trébucher alentour, que le moineau nargue de sa branche. Car enfin, ce qui fait que l'oiseau décolle, avant même les ailes dans son dos, c'est un corps tout entier bâti pour l'envol. Les ailes n'en sont qu'un morceau. Et notre pauvre animal, découvrant bien trop tard qu'à vouloir copier ce qui se voit, on termine plus part que l'endroit d'où on part, une parodie d'oiseau et un bien mauvais chat. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Bonjour, donc Olivier Bertrand, il y en a qui je reconnais des visages, il y en a qui m'ont déjà vu ce matin. Je suis chez Zenica en charge de notre pratique conseil. Je suis aussi un passionné d'évolution et de biologie, c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, et de transformation des organisations. J'ai fait ma carrière en tant que consultant en stratégie et en TI, et puis je suis passé par l'agilité, c'est pour ça que je suis là. Je fais un mix de tout ça et je vous présente ça aujourd'hui dans mon talk. Je vais mettre ça juste 20 secondes à l'écran. J'ai un serveur Discord où j'entretiens la discussion sur mes talks après et où j'aime bien aussi recevoir du feedback. Donc s'il y en a que ça intéresse de venir me rejoindre là-dessus, comme ça on continue de discuter. Je peux vous partager le matériel que j'ai présenté, que ce soit ce matin d'ailleurs sur le talk Accelerate, s'il y en a qui m'ont vu, ou pour cette présentation-là. Je vous laisse encore 5, 4, 3, 2. C'est bon. Et un autre QR code, parce que c'est une présentation de QR code. Celle-ci aussi, après c'est fini. Je vais vous demander pendant la conférence d'aller regarder d'un œil distrait, parce que je veux que vous gardiez l'œil sur moi aussi, quelques questions qui sont à ce lien. En fait, c'est un Google Forms, donc un sondage. Je vous propose de répondre à ce sondage en mettant votre prénom. La première question, vous allez voir, c'est quel est votre prénom. Et vous répondez comme si vous parliez pour votre organisation, pour votre entreprise. Je n'ai pas besoin de savoir le nom de votre entreprise. Si vous préférez mettre ça, vous pouvez le mettre aussi. Mais c'est en votre nom. Vous allez voir qu'il y a quelques questions avec oui ou non ou un point d'interrogation. Point d'interrogation, vous vous en servez pour fourre-tout, soit parce que vous ne savez pas ce que la question veut dire ou elle n'est pas pertinente. Mais vous allez voir pourquoi je vous fais faire ça. Donc, si vous pouvez aller là-dessus et vous répondez avec votre prénom, mais comme si c'était pour votre entreprise, votre organisation pour laquelle vous travaillez. Ça peut être une ancienne entreprise, si ça vous inspire plus, une ancienne organisation par laquelle vous êtes passé. Donc pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi je vous parle d'organismes vivants et de biologie? Parce que j'ai l'intuition, c'est pas que moi qui le dis, mais que les organisations peuvent être une bonne analogie pour les organisations, c'est les organismes vivants. Et en fait, pendant cette conférence, on va explorer un peu ce thème et je vais vous proposer une façon de regarder ce thème un peu nouvelle, un peu intéressante et qui permet de gérer la transformation des organisations de la même manière que les organismes vivants se transforment. Je ne suis pas le premier à avoir parlé des organisations approximées par des organismes vivants. Je dis toujours approximées parce que ce n'est pas la même chose, hein, c'est une analogie, ce n'est pas littéralement un organisme vivant. Par exemple, on a, donc, vous appréciez la résolution de cette image, j'espère. Mais donc, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Si vous avez lu Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, il dit que les organisations les plus matures, qu'il appelle TEAL ou OPAL, ce sont celles qui ont un but évolutif. Donc, la meilleure métaphore pour l'organisation, c'est la biologie. Ce n'est plus, par exemple, la machine ou la famille, c'est la biologie. Je ne suis pas le premier à dire ça. Donc, comment on fait pour se transformer actuellement ? La transformation organisationnelle, pour moi, c'est de la gestion de changement. En fait, on gère le changement de notre organisation de la même manière que quand on fait de la livraison logicielle, on gère le changement pour les équipes. Quel va être l'impact sur les équipes? Sauf que là, au lieu de livrer du logiciel ou un nouveau produit, on livre une nouvelle organisation dans l'organisation.
Mais donc il y a plein d'éléments de gestion de changement qui sont utiles à comprendre quand on parle de transformation des organisations. Il y a deux approches classiques quand on fait de la transformation organisationnelle qui ont été mises en œuvre dans de nombreux cas. Moi, j'ai vu les deux, je ne sais pas si ça va vous parler. Il y a d'abord l'approche prédictive. Encore une fois, vous appréciez la résolution. Ça, c'est la connexion du Palais des Congrès. On va espérer que ça revienne à un moment donné. Ce que vous êtes supposé voir sur cette image, c'est, vous savez, quand vous êtes sur Google Maps et que vous faites un itinéraire, et vous pouvez avoir chacune des étapes précises qui sont décrites. Tournez à gauche, au stop, vous faites ci, etc. Ça, c'est l'approche prédictive. Donc, si vous êtes en train de transformer une organisation avec une approche prédictive, vous allez analyser tout le chemin entre ce que vous êtes et ce que vous aimeriez devenir en tant qu'organisation. Vous allez faire des étapes. Étape 1, on fait ça. Étape 2, on fait ça, etc. Donc, c'est l'approche, par exemple, de Kurt Lewin, Unfreeze, Change, Refreeze. Donc, on dégèle l'organisation, on analyse les changements qu'on a besoin de faire, on met en place les changements, on les planifie, on les met en place, et puis on refreeze, on regèle pour faire tenir ces changements qu'on a fait dans l'organisation. Ça, c'est typiquement l'approche prédictive du changement. Une des critiques qu'on peut faire à l'approche prédictive, même si je pense que dans un parterre d'agilistes, vous en avez déjà sûrement des critiques de l'approche trop prédictive, c'est que ça s'applique à assez peu de domaines, en fait. Quand on est dans le chaotique, dans le complexe ou dans le compliqué, j'utilise la terminologie Knevin, je ne sais pas si ça vous parle, on peut dire que les organisations se séparent dans ces quatre catégories-là. Et au-delà des organisations, les contextes de travail dans le changement des organisations sont dans ces catégories-là. Si on est dans le chaotique ou dans le complexe, on n'a aucun moyen de prédire quels vont être les impacts de nos actions. C'est trop compliqué. Donc vous pouvez penser dans la vie quotidienne, il y a certaines actions, vous savez exactement quel impact ça va avoir. Si vous appuyez sur le tube de dentifrice vers la brosse à dents, généralement il y a du dentifrice qui sort. Ça, c'est prédictible. Donc on peut faire tout un plan pour comment se brosser les dents, assez prédictif. Il y a des actions dans votre vie que vous ne prenez pas en imaginant que vous connaissez chacun des impacts down the line. C'est juste trop complexe. L'éducation d'un enfant, vous ne planifiez pas à sa naissance exactement chaque interaction que vous allez avoir avec l'enfant jusqu'à sa maturité, et voilà quel va être son niveau d'éducation. Généralement, vous avez besoin de vous adapter au cours du chemin. Donc, c'est une des critiques de l'approche prédictive. On a aussi on a le problème de l'attention sélective. Donc, qu'est-ce que c'est l'attention sélective? Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo qui avait été faite pour illustrer ce phénomène, où on a des joueurs de basket qui se passent une balle, et puis au milieu du groupe passe un gorille en costume. Je vous fais le spoiler parce qu'on n'a pas le temps de la regarder en entier. Mais il y a un gorille en costume noir qui se promène, et les gens, quand on leur demande de compter le nombre de passes des basketteurs, ne voient pas passer le gorille. Pourtant, il est en plein milieu. Vous allez le voir au bout d'un moment quand même. Il est en plein milieu de la scène. Mais si vous demandez aux gens de regarder uniquement un certain objectif, ici c'est compter le nombre de passes des basketteurs, la plupart des gens ne voient pas passer le bonhomme en costume ici. Et ça, c'est comme 80-85% des gens ne l'ont pas vu passer. Bon, moi, je vous avais spoilé parce que vous faire l'exercice, ça aurait été un peu lent. Un autre problème, donc pourquoi je vous parle d'attention sélective, c'est que quand on planifie un objectif très concret, on a tendance à ne rien voir d'autre. On a un effet tunnel qui se met en place, comme là quand on regarde le nombre de passes, et on est incapable de saisir d'autres opportunités ou de prendre en compte d'autres sortes d'informations qui peuvent être très utiles. L'approche prédictive nous induit ce biais-là parce que ça nous dit exactement où est-ce qu'on doit aller. Donc de la même manière que quand vous suivez les instructions Google Maps, eh ben, vous ne regardez pas le paysage, en tout cas quand vous conduisez, vous ne regardez pas le paysage, mais les restes du monde non plus, on regarde juste où est-ce qu'on veut aller. Un autre problème, puis j'ai trouvé ce mime pour illustrer cette idée-là, peut-être que le vrai trône de fer, c'était les amis qu'on s'est fait le long du chemin. C'est-à-dire que quand on a un objectif en tête qui est très très clair, on peut aussi manquer la valeur qui est sur le long du chemin. Et ce n'est pas juste une valeur humaine, ça peut être une valeur d'innovation. Si on pense exactement que notre organisation doit ressembler à une organisation cible, on va passer à côté d'opportunités de développement juste parce qu'on ne les a pas mis sur notre roadmap, on n'a pas mis ce petit détour, ce petit chemin de traverse sur notre chemin, et donc on va le manquer. Et beaucoup d'organisations ont ce défaut et sont tombées dans ce biais-là. Approche prédictive, donc, critiquable. Maintenant, on aurait l'approche réactive. L'approche réactive, si je reprends l'exemple de la route, ça serait l'approche où on se navigue uniquement avec les panneaux sur la route.
On n'a pas de GPS, on n'a pas de carte. On se débrouille, on suit un panneau, d'un panneau à un autre. Si on tombe sur un panneau cul-de-sac, dommage, on a perdu. Si on tombe dans le trafic, dommage aussi. Par contre, ça nous rend très réactifs parce qu'on peut s'adapter en fonction du terrain. On n'a pas un chemin ABCD qui est écrit pour nous, on s'adapte. Celle-ci, elle vous parle en tant qu'agiliste. En fait, l'agilité promeut un certain niveau de baisser la planification et d'augmenter la réactivité, s'adapter au changement. En termes de transformation organisationnelle, John Kotter, Eric Ries avec Lean Startup, puisque Lean, Build, Measure, Learn, Build, Measure, c'est ça. On construit quelque chose, on mesure si ça nous plaît, on apprend, et puis on continue comme ça. Donc on s'adapte en permanence. Jonathan Smart aussi. Pourquoi moi j'ai un petit problème avec une approche purement réactive, et je trouve qu'elle est parfois un peu trop mise en avant. Je voudrais vous parler de résistance au changement, puis ceux qui m'ont vu ce matin vont dire « tu te répètes » parce que j'ai déjà parlé de ça. Dans les transformations organisationnelles agiles, la résistance au changement, elle est citée comme le 3e facteur de problème, de barrière à l'adoption de l'agilité. Et moi, je pense que j'ai une idée pourquoi. Je vous propose une formule pour la résistance au changement. La résistance au changement, c'est la somme sur tous les changements introduits, des changements inutiles moins les changements utiles. Ça veut dire que c'est la somme des changements qu'on a imposés à des équipes, mais qui ne leur ont servi à rien, qui ne leur ont pas apporté une vraie valeur. Plus on demandait à nos équipes de changer, d'adopter des nouvelles méthodes, des nouveaux outils, on va mettre Jira, on va faire du CI/CD, on va faire du Kanban, on va faire du Scrum, etc. Mais sans que ça ait un impact direct positif sur leur travail, sur leurs conditions de travail, au-delà de leur travail lui-même, plus on est en train d'accumuler de la résistance au changement, c'est l'effet « vous n'allez pas me la refaire ». J'ai passé des mois et des mois à changer ma façon de travailler, ça n'a eu aucun impact pour moi. Donc la prochaine fois que quelqu'un viendra me parler de changement, je vais être absent, mon chien va être malade ce jour-là, je ne serai pas présent dans la session de formation, etc. Qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on commence une dynamique de changement avec des changements qui ont un long lead time? Là, ce que je vous représente sur ce graphique, c'est vous avez en gris tous les changements cumulatifs qu'on a apportés dans une organisation. Et puis en vert, c'est les changements, mais qui ont eu un effet positif. Donc on commence par introduire des changements ici, ils commencent à s'accumuler. Et au bout d'un moment, certains de ces changements-là sont verts, c'est-à-dire ont eu de l'impact positif. Mais si on a un long lead time au démarrage, ça veut dire si les changements initiaux qu'on demande, je reste vague sur les termes parce que ça peut être des changements de processus, on va faire Scrum, des changements d'outils, des changements de culture, des changements de vocabulaire, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais c'est des changements. On demande aux gens de ne plus faire les choses de la même manière qu'ils la faisaient avant. Donc plus on introduit ces changements, et plus on est en train d'accumuler de la résistance au changement tant qu'ils n'ont pas eu d'impact positif. Le problème, c'est qu'il y a une boucle de rétroaction, parce que la résistance au changement, c'est aussi quelque chose qui augmente ce lead time. Ça veut dire que la prochaine fois que vous venez voir des équipes, si la résistance a monté, votre changement va avoir plus de mal à passer. Pour la raison que je disais tout à l'heure, par exemple, on veut introduire un nouvel outil, session de formation lundi à 8 h sur le nouvel outil. Si c'est le 15e nouvel outil et que les 14 autres n'ont rien amené, vous pouvez être sûr qu'à la 15e, il n'y aura pas grand monde dans la session de formation. Et donc, ce changement qu'on est en train d'essayer de mettre en place, il va avoir du frottement en interne, il va avoir du mal à passer. Donc, boucle d'emballement, plus de résistance au changement, ça fait plus de lead time pour les changements. Plus de lead time de changement, ça fait plus de résistance au changement. Et donc, on s'emballe et on casse la dynamique de changement. On arrive à une organisation qui ne veut plus rien entendre, qui ne veut plus en entendre parler. Et même certains des changements positifs qu'on a mis en place peuvent s'annuler. À l'inverse, ce qu'on essaie de mettre en place dans une dynamique de changement organisationnel, c'est, moi j'appelle ça le changement tiré ou l'appétit pour le changement. C'est de commencer par des changements qui ont un petit lead time, qui ont un impact rapide sur les gens. Rapide et démontrable, ça veut dire qu'on peut tracer la cause de l'impact facilement. Donc on met en place un petit changement qui améliore concrètement la vie des gens dans leur travail. Ils sont capables de voir le lien entre le changement et l'impact qu'ils ont eu. Et là, au lieu d'accumuler de la mauvaise volonté, de la résistance, qui est bien naturelle, ils accumulent de la bonne volonté. La dernière fois que vous êtes venu nous former, ou nous ajouter un nouvel outil, un nouveau processus, on en a tiré des bénéfices. Donc, on est curieux de savoir ce que vous allez faire. Peut-être même que la fois d'après, c'est les équipes elles-mêmes qui vont aller chercher, avant que les gestionnaires aient une bonne idée, « Hey, on pourrait faire ça aussi ». On est en train de leur donner un appétit pour le changement. Et là, c'est l'inverse. On a une culture qu'on appelle générative, où dans le cas extrême,
le lead time se réduit. Les gens proposent des changements. On n'a même plus besoin d'aller leur dire hey, « on va changer ça, on passe à Scrum, etc. » C'est les gens eux-mêmes qui vont dire hey, « qu'est-ce que vous pensez qu'on fasse ci et ça, etc. » Ils en demandent. Donc là, cette fois-ci, ça devient beaucoup plus facile de se transformer. Je vous parle de résistance au changement parce que quand on a compris ça, on comprend que la question de comment on a fait pour se transformer se simplifie un petit peu. En fait, la bonne question à se poser, c'est par où commencer? C'est quoi le bon premier pas? On ne va pas tout planifier. Ça, c'est le problème de l'approche prédictive que je disais tout à l'heure. On ne va pas faire A, B, C, D, etc. Mais c'est important, c'est non trivial de choisir le bon premier pas. Pourquoi? Parce que si on choisit le mauvais, on part sur la courbe d'emballement que je disais tout à l'heure. On commence à introduire des changements qui n'apportent rien pour les personnes, qui n'apportent pas de valeur, et on commence à accumuler de la résistance qui rendra les prochains changements encore plus difficiles. Donc la question du premier pas, elle est clé en transformation organisationnelle. Et moi, ce que je reproche, je ne crois pas que j'ai de slide sur ça, mais je vous le dis, ce que je reproche à une démarche trop réactive, on lance un peu n'importe quoi sur le mur et on voit ce qui colle. Une approche lean startup dans les grandes organisations, hey, on essaye un peu tout, puis on voit si ça passe, c'est que les chances de prendre les mauvais premiers pas sont décuplées. Les chances d'introduire des trucs qui ne servent à rien sont décuplées. Parce qu'on n'a fait aucune analyse préalable, on a juste dit on réagira et on apprendra. OK. Mais ce n'est pas neutre de lancer n'importe quoi au niveau des équipes, de voir si ça passe et de s'adapter. En fait, on a accumulé de la résistance si ce qu'on a lancé, c'était la mauvaise chose. Donc encore une fois, la prépondérance du premier pas. Et pour moi, la critique à faire aux approches purement réactives. All right. Donc moi, je vous propose de vous inspirer de l'évolution. Je vais revenir au chat. Hein. Je n'ai pas oublié le petit chat tout à l'heure. Je pense que s'inspirer de l'évolution des espèces, ça nous permet d'être à mi-chemin entre le chaos d'une approche purement réactive, on va voir ce qui se passe, on s'adaptera bien, et le côté trop restrictif d'une approche prédictive. Parce que l'évolution des espèces, ça évolue en plein milieu des deux. Il y a du chaos partout quand vous suivez l'évolution. L'introduction de nouvelles mutations, etc., c'est un phénomène chaotique, complètement pas prévisible. D'un autre côté, il y a une grande prédictibilité si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde comment les espèces se sont adaptées à un environnement donné. Donc on est vraiment capable de trouver une inspiration qui est à mi-chemin entre le chaotique et l'ordonné. Et je vous rajoute encore une notion qui est l'analyse phylogénétique. Donc l'analyse phylogénétique, c'est un des outils pour les personnes qui étudient l'évolution des espèces. Ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Willy Hennig en 1950. Et cette phrase m'a juste fait rire, donc je vous l'ai mise. Grâce à lui, on peut maintenant affirmer que le célacanthe, étant considéré avant comme faisant partie du groupe des poissons, est en fait plus proche des humains que d'une sardine. Donc là, vous êtes content de savoir ça, je pense. L'analyse phylogénétique. Comment ça marche? On prend des espèces animales. Ici, truite, chauve-souris, homme, pigeon, en ordonnée. On prend des caractères qu'on observe chez ces espèces, ici en abscisse. Est-ce qu'ils ont des sacs aériens, des appendices, une mandibule, des ailes, des dents, etc. On met des 0 et des 1 en fonction de si l'espèce elle a cet attribut, oui ou non. De ça, on peut déduire une notion de distance. Comment on déduit une notion de distance? Deux espèces sont d'autant plus distantes qu'elles ont des caractères divergents. Donc si elles ont exactement les mêmes notes sur les mêmes caractères, c'est peut-être même la même espèce, ou en tout cas, elle est très très proche. Si elles ont toujours une note différente, c'est quand l'une a 0, l'autre a 1, elles sont très éloignées. De cette notion de distance, on déduit un arbre. Donc vous voyez un arbre en bas à droite ici. Cet arbre, on le fabrique d'une manière où deux espèces qui sont plus proches ont un ancêtre commun plus récent. Okay? Un ancêtre commun, c'est un nœud de l'arbre ici. Donc, par exemple, ici, ces deux espèces-là, elles ont un ancêtre commun qui est relativement proche par rapport à celle-ci, puis celle-ci, par exemple, dont l'ancêtre commun, c'est la racine de l'arbre. Ça va pour jusque-là? Ouais. C'est comme un homme à des dents, une colonne vertébrale. Il faudra dire à Google Images, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais le principe reste le même. Le principe reste là, mais peut-être que mon image était fausse. Ok, donc une fois qu'on fait ça sur beaucoup d'espèces, on peut construire ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Donc vous voyez ici, j'ai un ancêtre commun qui est un vertébré.
Et puis après, j'ai l'introduction de nouvelles caractéristiques. Ceux qui l'ont vont aller à droite de l'arbre, ceux qui l'ont pas vont aller à gauche. Donc si tu as des mâchoires, tu vas à droite. Tu n'as pas de mâchoire, bah, tu es peut-être un poisson sans mâchoire. Je ne savais pas que ça existait, maintenant je le sais. Puis on continue comme ça. On peut réellement définir tout l'arbre du vivant en suivant cette méthode, en regardant les caractéristiques et en estimant que deux espèces ont un ancêtre commun d'autant plus proche qu'elles ont des caractères qui sont proches. Donc, quelques notions de clés pour comprendre la phylogénie ou l'analyse phylogénétique. La notion d'ancêtre commun, on vient d'en parler. Quand on remonte dans l'arbre, on remonte dans le temps. Donc vous voyez qu'en haut de l'arbre, c'est les espèces actuelles. Quand on remonte dans le temps, c'est l'historique des différentes espèces. Si on remontait jusqu'à la toute racine de l'arbre, ça serait le premier organisme unicellulaire. Voyez. Donc quand on remonte dans l'arbre, on remonte aussi dans le temps, puis on va parler de temps tout à l'heure. L'arbre, il est narratif, mais il est peu biaisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on regarde cet arbre, il y a une histoire. On dit, bah, il y a eu les vertébrés, puis là, il y a un des vertébrés qui a inventé la mâchoire. En fait, la mâchoire a émergé par mutation au hasard, puis certains l'ont gardée, d'autres non, etc., etc. On est en train de raconter une histoire du vivant. Mais cette histoire est peu biaisée parce qu'elle n'est pas basée sur un narratif de psychologie humaine. Elle est basée sur l'analyse froide de caractéristiques 0 ou 1, puis un algorithme qui construit un arbre basé là-dessus. Donc on a du narratif, mais on a moins de biais narratifs que quand nous, les humains, on se raconte l'histoire de comment les choses sont arrivées. C'est d'ailleurs une des critiques de comment l'évolution des espèces était représentée avant. Vous aviez l'homme descend du singe, vous savez, le petit singe par terre, puis qui se lève et qui devient un être humain. Ça, c'était très anthropocentré comme façon de se raconter l'histoire. Dans la vraie vie, l'homme ne descend pas du singe, c'est juste que l'homme et le singe ont un ancêtre commun qui est plus proche que l'homme et la souris. Cet arbre représente le chemin de résistance minimale évolutif. Et puis chaque nœud de l'arbre a un sens biologique, n'est pas un hybride intermédiaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chaque point de cet arbre a correspondu à un moment de l'histoire à un vrai organisme. Ça se peut qu'il ait continué d'évoluer puis qu'il n'existe plus, mais ce que vous voyez ici, chacun des nœuds, chacune des branches de l'arbre, ce sont des branches que le vivant a réellement empruntées. Ce sont des chemins qui ont existé évolutivement. Vous n'allez pas voir dans l'arbre phylogénétique une souris se métamorphoser en oiseau juste comme ça par magie. Il faudrait qu'elle invente chacune des caractéristiques de l'oiseau et que chacune de ces inventions ait un sens évolutif, sinon elle n'aurait pas été sélectionnée. On a un principe aussi qui est important, ça s'appelle le principe de parcimonie. Je vous présente deux scénarios, vous allez me dire lequel vous pensez qu'est le juste. Donc je prends trois espèces, le cochon, le moineau, la mouette. Donc on a un scénario possible où on arrive avec un être non identifié. On a l'invention des ailes. Si tu l'as pas, il y a plein d'autres étapes qui se passent, puis tu deviens un cochon. Puis après, on a l'invention des pattes palmées, puis si tu l'as, tu deviens la mouette, si tu l'as pas, tu deviens le moineau. Okay, ça, c'est un arbre phylogénétique simple. Mais on aurait aussi pu faire ça. On a un être qui a des pattes palmées déjà à l'origine. Et puis, il perd ses pattes palmées. Mais là, il gagne des ailes, puis il devient un moineau. Ou alors, il ne gagne pas ses ailes, puis il devient un cochon. Et puis, par ailleurs, sur cette branche-là, il a des pattes palmées, il invente les ailes, il devient une mouette. Okay. Lequel de ces deux arbres vous paraît juste intuitivement le plus juste? Le 1? Ok. Ouais. Bah, ce que vous venez de réinventer dans vos têtes, c'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie. On limite les coïncidences, les réinventions, les pertes de traits, etc. En fait, quand on a cette matrice avec ces 0 et ces 1, là, il y a une infinité d'arbres possibles. Parce que des scénarios débiles comme hey, il perd ça, puis il regagne ça, puis deux espèces inventent la même chose indépendamment, on peut en inventer autant qu'on veut. Il y a une infinité d'arbres possibles, mais par bon sens, parce qu'on ne peut pas aller voir comment les dinosaures ont évolué, hein, on n'en sait rien, mais on estime que c'est juste intuitivement logique de dire on limite le nombre de réinventions et de coïncidences. Donc, on définit un arbre qui est optimisé en réduisant ça. Donc, pour une matrice, avant, il y avait une infinité d'arbres. Maintenant, il y en a un qui est l'arbre le plus parcimonieux. Ça veut dire celui où il y a le moins de réinvention. Alors, avec cette analyse, on a fait l'arbre de la vie en général. Moi, je le trouve très beau. J'avais envie de vous le partager. Donc, qui part des cellules unicellulaires, des bactéries, etc. Puis qui va vers l'invention des animaux, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Donc on a reconstruit l'arbre entier du vivant, puis c'est une étude qui est en cours, hein, parce qu'on trouve des nouvelles caractéristiques à observer, puis des nouvelles espèces tout le temps. Moi je trouve cet arbre très beau, même un peu émouvant, parce qu'on voit non seulement, encore une fois, la beauté de la taxonomie des espèces, mais aussi cet aspect narratif de l'histoire du vivant dans le monde.
Ok, c'était un long chemin pour vous dire que moi, je propose de faire de la phylogénétique des organisations. Il y en a peut-être qui avaient déjà compris ça. Je propose de voir ce que ça donnerait d'utiliser l'analyse phylogénétique pour analyser les organisations. Je vais dérouler un peu le concept avec vous, je vais vous dire ce qu'on pourrait peut-être en retirer. Donc moi, j'ai appelé ce principe phylorg, phylogénétique des organisations. C'est plus rapide à dire, phylorg. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire maintenant que vous avez compris ce principe, la phylogénétique, mais appliquée aux organisations? On peut, de la même manière qu'on a observé des caractéristiques dans des espèces, on peut observer des caractéristiques dans des organisations. Est-ce que, par exemple, j'en ai mis, mais ce n'est pas du tout une liste finalisée, est-ce que la vision est claire? Est-ce qu'il y a des tests automatisés, des déploiements automatisés? Une architecture qui est monolithique ou pas? On travaille en petits lots, on a des limites de working progress. Vous pouvez en imaginer autant que vous voulez, des caractéristiques. Je ne suis pas là pour vous dire quelles sont les bonnes caractéristiques, mais il y en a qu'on peut observer dans des organisations. Et on peut mettre des 0 et des 1 si on l'a ou si on ne l'a pas. On pourrait aussi mettre une échelle de 1 à 5, etc. Rentrons pas trop dans la mécanique du truc, mais ça marcherait aussi avec une échelle un peu plus continue que juste 0 ou 1. De la même manière, je peux construire mon arbre, et donc je peux arriver à un arbre qui pourrait ressembler à ça, où j'ai mes organisations sur un arbre évolutif. De la même manière que les oiseaux. Deux organisations sont d'autant plus proches qu'elles ont les mêmes notes sur les mêmes critères, d'autant plus éloignées qu'elles divergent sur ces critères-là. Si on reprend les caractéristiques de l'arbre pour le vivant, mais dans le contexte des organisations, qu'est-ce qu'on aurait? La notion d'ancêtre commun. Un ancêtre commun organisationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être littéralement un ancêtre commun. Ça veut dire une entreprise qui a fondé, qui a fait un spin-off, puis qui est comme devenue deux entreprises. Mais ça peut être un ancêtre commun qui est plus culturel. On est une entreprise qui a pris modèle sur celle-ci, qui ressemblait à l'origine à celle-là, puis qui a divergé. Quand on remonte dans l'arbre, on remonte dans le temps. C'est vrai aussi pour les organisations. Si on voyait l'évolution des organisations sur cet arbre, il y a une notion de temps là-dedans. On ne peut pas évoluer instantanément. Évidemment, si on est né à l'endroit d'une branche de l'arbre, on n'a pas besoin de refaire tout le chemin, de même que vous n'avez pas commencé par être un organisme unicellulaire. Disons, vous avez eu un chemin très accéléré vers le côté être humain. Mais vous n'avez pas besoin de refaire tout le chemin à la même vitesse que ceux qui l'ont fait avant vous, mais il faut quand même évoluer sur cet arbre. Donc quand on remonte dans le temps, quand on monte dans l'arbre, on remonte dans le temps. L'arbre est narratif, mais peu biaisé, pour la même raison que tout à l'heure, basé sur de l'observation de critères, pas basé sur l'histoire qu'on se raconte. Donc si une organisation nous raconte comment elle s'est transformée pour en devenir ce qu'elle est devenue, il y a toujours un énorme biais narratif de la personne qui vous raconte ça. Déjà, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui a été là pendant 20 ans dans une organisation et qui va vous raconter, sans ses propres biais personnels, comment ils en sont arrivés là où est-ce qu'ils en sont. Là-dessus, j'ai un narratif, je vois des étapes qui se déroulent, des embranchements que l'organisation a pris, sans pour autant avoir besoin de me reposer sur l'histoire très personnelle d'une personne qui me raconte comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. L'arbre représente le chemin de résistance minimale évolutif. Ça veut dire que toutes les organisations qu'on va voir sur cet arbre représentent des organisations qui ont vraiment existé, peut-être des étapes intermédiaires d'une organisation, mais qui ont quand même réellement existé, qui avaient un sens écologique dans leur écologie organisationnelle, donc dans leur écosystème d'entreprise, locale, etc. On n'est pas en train de faire un espèce d'hybride, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir avec le chat, on n'est pas en train de faire un espèce d'hybride, ces organisations ont existé réellement. Donc qu'est-ce que j'aurais dit à mon chat si j'avais pu faire une analyse phylogénétique de son problème? En fait, mon chat, donc je vous rappelle l'histoire parce que ça fait tellement longtemps que j'ai fait la fable, il voit un oiseau, il aimerait être un oiseau, une fée passe par là, et il aimerait des ailes, c'est ça qu'il voit, c'est ça qui est shiny chez l'oiseau, c'est ses ailes. Une fée lui donne des ailes, il a des ailes flappy qui pendent sur le côté, il n'a pas la musculature pour les activer, elle l'empêche de courir, il ne peut pas plus voler qu'avant, donc il est un mauvais chat et un mauvais oiseau, il n'est aucun des deux. En fait, ce qu'il a essayé de faire, notre chat, c'est ça. Il a essayé de sauter les étapes et de se rendre directement à la case oiseau. Le chemin qu'il aurait dû prendre, c'est de faire ce que l'oiseau a réellement fait dans son chemin évolutif, commencer par évoluer des os creux, c'est le cas, les oiseaux ont une ossature poreuse en fait, qu'ils ont évolué pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le vol et les ailes. Ils ont évolué ça bien avant dans leur histoire, quand ils étaient des dinosaures, qui sont devenus géants. Ils ont eu besoin de stocker de l'oxygène dans leur corps, pas juste de manière centrale dans les poumons, parce que quand vos poumons sont à quelques mètres de vos pieds, ça va. Quand vos poumons sont à
20 mètres de vos pieds, vous avez besoin d'oxygène décentralisé. Donc, ils ont développé des poches d'air qui ont remplacé l'endroit où il y avait les os. Bien plus tard, les oiseaux se sont servis de cette capacité à avoir un poumon décentralisé, avec des poches d'air un peu partout dans leur corps, pour avoir une ossature allégée, comme un avion en balsa, et pouvoir s'envoler. Ça, si on observe un oiseau et qu'on est un chat, il y a peu de chances qu'on le sache et qu'on le voit réellement. On va voir les ailes, on ne va pas voir l'ossature creuse, elle est interne, puis elle n'est pas fancy. Les ailes, c'est beaucoup plus sexy avec les plumes et tout ça. Donc, moi, j'aurais conseillé au chat soit de faire ce chemin-là, mais il aurait peut-être eu d'autres options aussi. Déjà, je lui aurais dit, attention à copier seulement ce qui se voit, ce qui est shiny, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, les mots à la mode, etc. Évidemment, les ailes de l'oiseau, c'est cool, mais avant de développer ses ailes, l'oiseau, il a eu tout un chemin à faire, qui n'avait rien à voir avec le fait d'avoir des ailes. Prends conscience visuellement de la distance génétique dans le cas du chat, culturelle dans le cas d'une organisation, qui te sépare de ce que tu veux devenir. Donc, encore une fois, c'est trop tentant quand on veut devenir Google, par exemple, on veut ressembler plus à Google, de dire Google fait ça, 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 ça. Je fais une checklist de ce qu'ils font, j'ai qu'à faire la même chose. Mais pour développer ça, eux, ils ont eu tout un chemin évolutif pour y arriver. Tu ne peux pas juste prendre une to-do list et dire on va faire exactement ce que fait Google, on va être Google. Encore une fois, sinon tu deviens un hybride qui n'est ni fonctionnel dans ce que tu étais avant, ni fonctionnel pour ce que tu vises à être. Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de développer ta branche? C'est peut-être une question qu'on aurait pu poser au chat aussi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer, que tu ne peux pas devenir un oiseau du jour au lendemain. Soit tu es prêt à payer le temps culturel, le temps génétique dans ce cas-là, pour aller développer chacune des étapes qui a amené l'oiseau à être un oiseau. Mais peut-être aussi que tu pourrais devenir un lion, et que c'est moins d'effort parce que tu es déjà un chat de devenir un lion que de vouloir devenir un oiseau. Oui, tu ne pourras pas chasser ce qui vole, mais tu seras super bon à chasser tout le reste. Et puis si tu décides vraiment de faire le chemin, voici un premier pas, allège ton ossature. Fait que là, avec cette analyse phylogénétique, je peux dire au chat, de manière, je crois, moins biaisée que quand on raconte les changements en lisant des articles trendy sur LinkedIn, commence par alléger ton ossature. Quand on analyse toutes les organisations qui ressemblent à ce à quoi tu veux ressembler, en réalité, elles ont commencé par faire ça, avant de développer les ailes. Retiens-toi de développer les ailes, commence par alléger l'ossature. Pourquoi retiens-toi de développer les ailes? Sinon, tu veux devenir un hybride non fonctionnel. Et même si le chat arrivait à se débarrasser de ses ailes, par miracle, ou que la fée était clémente et lui disait « Allez, je te les enlève », est-ce que vous croyez que la prochaine fois qu'il voit une fée, il ne va pas partir en courant, le chat? Probablement. Donc, résistance au changement. La prochaine fois que quelqu'un vient pour le transformer, il ne voudra plus en entendre parler. Dans notre contexte, par exemple, TI, vous n'êtes pas tous en TI, mais une bonne partie d'entre nous. Moi, j'ai vu ce cas-là chez une entreprise d'assurance. On veut devenir l'équivalent d'une start-up, d'un nouvel entrant dans le secteur, qui est super agile, décentralisé, qui est un assureur purement en ligne, qui offre des services en ligne. Ils sont capables de sortir des nouvelles features très régulièrement. On va juste essayer de leur ressembler en faisant une grosse transformation agile, DevOps, etc. Ça va nous rendre plus agiles, on pense. En fait, peut-être qu'avec cette analyse phylogénétique, on aurait réalisé qu'avant d'aller mettre du Scrum et de l'agilité et des frameworks, ça serait bien de commencer par briser le monolithe, de ne pas avoir une énorme application spaghetti dans laquelle on ne comprend rien, tous les impacts sont complexes. Et peut-être que si on avait commencé par briser le monolithe, là, on aurait pu développer l'agilité ensuite et avoir de la valeur pour ça. Mais à vouloir tout de suite copier ce qui se voit, ce qui fait le buzz, etc., on a raté la cible. Je vous pose une petite question, un petit sondage qui est absolument une excuse. Pendant ce temps, je vais aller faire une petite manipulation secrète. Et on se reparle juste après. OK. Bon, d'après vous, dans quel ordre on devrait faire les changements suivants pour améliorer notre flux de valeur? Briser le monolithe, former les managers en deuxième, introduire Scrum dans les équipes en troisième, installer la CI/CD. Est-ce que vous me détestez si je vous dis qu'il n'y a pas de bonne réponse? J'en sais rien. Ça dépend de votre contexte. J'étais curieux de voir honnêtement ce qu'allait sortir. Peut-être que je vous ai influencé avec briser le monolithe à cause de mon exemple tout à l'heure. Donc, pas de valeur scientifique à ça. Je vous dis, c'était un subterfuge pour vous faire autre chose. Donc, mais je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer aussi.
Pendant que vous parliez, je suis allé créer votre arbre phylogénétique à vous, basé sur les réponses que vous m'avez données tout à l'heure. Donc, comment on pourrait lire un arbre comme ça? Là, il va y avoir des prénoms, qui sont vos prénoms. Et désolé, je ne peux pas tout afficher en même temps, on va scroller un petit peu. Vous êtes trop nombreux. Mais donc, il y a des prénoms qui sont vos prénoms. Mais imaginez, quand je vais dire vos prénoms, que je dis l'organisation pour laquelle vous travaillez, parce que vous l'avez rempli pour ça. Ok? Eh bien, à une époque, par exemple, si j'avais eu Mélissa, qui aimerait que son organisation ressemble plus à celle de Quentin, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais probablement été regarder ce que fait Quentin de différent de Mélissa. J'aurais dit, voilà toute une liste des choses que Quentin fait que toi, tu fais pas. Fais ça. That's it. C'est tout ce que j'aurais pu dire. Maintenant, ce que je peux dire, c'est, de 1, Mélissa, tu es quand même à une certaine distance de Quentin. Prends conscience de ça. Toute la distance de ces branches-là, c'est des pas de temps culturels. Quentin, pour évoluer, il est venu de l'ancêtre commun ici, puis il a introduit ça, ça. J'ai fait exprès de ne pas mettre les différentes pratiques, ça serait illisible. Imaginez qu'à chaque fois qu'il y a un embranchement, c'est je fais de la CI/CD ou j'en fais pas, j'ai une vision claire dans les équipes ou j'en ai pas. C'est les questions que je vous ai posées tout à l'heure. Mais donc, Quentin, pour devenir ce qu'il est devenu, il a fait ce chemin-là. Premièrement, donc, prends conscience de la distance. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu as encore envie de ressembler à Quentin maintenant que tu vois le temps culturel nécessaire pour passer d'une branche à l'autre? Et puis si oui, je te propose un ordre et un premier pas. Je ne te propose pas juste une to-do list. Je te propose de faire les choses dans le même ordre que Quentin l'a fait. Et ça peut commencer par revenir en arrière sur ton arbre à toi, Mélissa. Il y a peut-être des pratiques que tu fais en ce moment qui rendent impossible ce que tu essayes de faire. Si tu fais de la planification budgétaire annuelle, peut-être que c'est impossible de se rendre là où tu essayes de te rendre. Par exemple. Peut-être. En tout cas, peut-être que l'arbre démontrerait ça. Alors, est-ce que tu es prêt à revenir en arrière sur ta planification budgétaire annuelle? À la faire au mois, ou roulant, ou n'importe quoi d'autre? Si oui, ok, on peut parler du chemin. Sinon, le chemin n'est pas possible. Tu es littéralement en train de faire le chat qui veut sauter et devenir un oiseau. Si oui, on peut s'en parler. Et ça, c'est un autre message clé qui sort de cette analyse, c'est avant de rajouter sur votre organisation des choses, ajouter du Scrum, ajouter de la CI/CD, ajouter du TDD, ajouter on brise le monolithe, on reconstruit un monolithe, on outsource, etc. Ce que vous voulez. Avant d'ajouter, souvent, il est nécessaire d'enlever des choses pour permettre au nouveau changement de prendre racine. Donc je pourrais dire à Mélissa quoi enlever. Je les ai, ce sont ces 2 nœuds ici là que je vous highlight. Et puis ensuite, j'ai un ordre des choses, un ordre des directions à prendre pour se rendre à Quentin. Tombons pas dans le piège de la prédictibilité. Je ne prédis pas que chacun de ces embranchements va nous rendre au chemin. Sinon, on tombe sur le piège de tout à l'heure. Ce que je peux dire, par contre, c'est que quelqu'un qui est là et qui veut ressembler à Quentin, les chances sont, vu que c'est ce que tous ceux qui ressemblent à Quentin ont fait dans l'ordre de leur évolution, les chances sont que pour toi aussi, le premier bon embranchement à prendre, donc le premier bon changement à mettre en place, c'est celui-là. Les chances sont accrues que ce soit le bon, par analyse phylogénétique de l'environnement dans lequel tu as envie d'aller. Dans cet environnement sectoriel-là, cet écosystème d'entreprise-là, etc., ils ont fait les choses dans cet ordre-là. Libre à toi de vouloir les faire dans l'autre sens. Peut-être que ça marche, mais en tout cas, les chances sont. Donc je viens d'améliorer ma probabilité d'avoir choisi le bon premier pas. Je vous parlais de l'importance clé du premier pas tout à l'heure, faire ce qui nous amène de la valeur pour ne pas accumuler de la résistance au changement. Je viens d'augmenter la probabilité que là, j'ai fait le bon premier pas. J'ai fait exprès de ne pas mettre les notes parce que je ne voudrais pas shamer les personnes qui sont à des endroits de l'arbre puis pas d'autres. Ok. Si ça vous amuse, je vous partagerai l'arbre. All right. On a presque fini. Oui? Question, parce que la plupart des organisations sont très complexes. Puis même d'un département à l'autre, d'un secteur à l'autre, Oui. ça peut être différent. Comment vous voyez ça? C'est une très bonne question. Donc la question, c'est les organisations sont complexes et diverses, et donc est-ce que d'un département à l'autre, ça peut être différent? Donc comment je vois ça? Mon intuition, c'est que la bonne échelle, c'est entre l'équipe et le département. Donc je dis organisation depuis le début, mais pense pas forcément, je ne vais pas dire de nom d'organisation. Je pense pas tout ça.
Si ça fait 1000 personnes, probablement que la bonne échelle pour que mon analyse fonctionne, c'est plus petit que ça. Sinon, répondre au questionnaire ne veut rien dire en fait. C'est 0 à des endroits, 1 à d'autres. Si chacune des réponses est 0 parfois, 1 parfois, ça vaut rien. Il faut trouver une échelle dans laquelle le 0 ou le 1 a du sens. Il y a une autre question? Ouais. Excuse-moi, je me posais la question parce qu'un arbre phylogénique va Ouais. changer selon l'ordre que tu vas mettre des caractéristiques. L'ordre dans le questionnaire, tu veux dire? Par exemple, tu dis, OK, si je prends l'exemple du cochon et de l'oiseau, Mhm. je peux dire que soit c'est les pattes palmées, Ouais. par exemple, Ouais. qui va donner l'oie ou qui va donner la noix. S'il n'y a pas de pattes palmées, ça va donner le cochon. Mhm. Je peux dire aussi que c'est un mammifère. Donc je peux modifier les paramètres, puis l'arbre va être totalement différent. Tu peux modifier les paramètres que tu regardes et l'arbre sera différent, effectivement. Donc si tu ne regardes pas certains paramètres, ton arbre peut être différent. Par exemple, si dans tout à l'heure je regardais pas les pattes palmées, je perds en résolution de mon arbre. Les pattes palmées sont comme un caractère que j'ai pas regardé. D'où l'intérêt, et ça va être ma réponse à tout ce que vous dites, parce que je vous rappelle, je vous présente une idée sur laquelle il va y avoir de la recherche. D'où l'intérêt de cette recherche, c'est quoi la bonne liste de paramètres à regarder pour avoir un arbre qui fait du sens et qui atteint une certaine stabilité. La stabilité de l'arbre, je la définis comme si j'ajoute un nouveau paramètre, je ne renverse pas toute la table. Si quand j'ajoute un paramètre, je renverse complètement mon arbre, c'est que mon arbre il n'est pas encore stable. Ouais. La question, c'était, il y a un biais dans quel paramètre on sélectionne. Parce que selon les paramètres que je sélectionne, l'arbre va être différent. Puis c'est vrai. Je finis juste mon flow de conférence, mais en fait, on était rendu là, donc c'est correct. Je vous propose de suivre sur philorg.com. C'est un site que j'ai créé il y a quelques jours. C'est la première fois que je présente ça, by the way, à l'externe. Je vais mettre à jour l'état de la recherche sur ce sujet-là, si ça vous intéresse. Donc, merci. Puis je vous laisse sur cette citation que j'ai trouvée, que je trouve cool. Life is what happens to you while you're busy making other plans. La vie, c'est ce qui vous arrive quand vous êtes occupé à prévoir autre chose. Et moi, c'est un peu le message de ma conférence, en fait. Quand on veut transformer une organisation en prévoyant tout, la vie, elle se passe sur le côté, elle se passe jamais sur ce que vous regardez, sur l'objectif, elle se passe à la périphérie. Je propose une démarche de transformation des organisations qui nous laisse le droit d'évoluer organiquement et qui ne nous donne pas ce biais de l'objectif. Je trouvais cette phrase illustrait bien ça. On a un peu de temps pour des questions. Hein. Merci pour le partage. Est-ce que tu as déjà utilisé ça, par exemple, pour mapper des organisations exemplaires? Par exemple, Spotify, on Ouais. en a longtemps parlé, là, le modèle Spotify. Puis, Ouais. comme tu dis, c'est pas parce que tu fais tout ce qu'ils ont fait, checklist, que ça marche. Mais par Ouais. contre, d'où ils sont partis, Ok. ça a été quoi les étapes jusqu'au modèle? Ouais. Parce qu'à mon avis, ils ont dû se prendre des vestes en chemin. Ouais, déjà, merci pour ta question, puis ça prouve que tu as bien compris ce que je raconte, et par proxy, ça veut peut-être dire que j'ai réussi à me faire comprendre sur mon concept weird. Parce qu'effectivement, non, j'ai pas fait une cartographie, ça fait partie du travail de recherche à faire. J'ai des biais personnels où je pourrais la créer basée sur les clients, les entreprises où je suis passé. J'ai pas envie de faire ça. Si je fais ça, je vous raconte juste ma vie. Donc on va faire une vraie recherche. Un des aspects de la recherche, comme disait monsieur, c'est de choisir les bons paramètres. Un autre aspect, c'est de faire des questionnaires qui permettent d'avoir des réponses peu biaisées. Typiquement, quand les gens se racontent trop beau, il y a un mécanisme de correction de ces biais-là, pour pas que tout le monde dise, encore une fois, retombe dans le piège de me raconter l'histoire comme Miss la raconte. Moi, je veux juste de l'observation froide de caractéristiques et reconstruire l'arbre basé là-dessus. Ouais. Comment tu fais pour faire la même chose qu'en génétique, en fait? Parce qu'en génétique, on comprend qu'il y a des caractéristiques qui sont arrivées dans le temps. Ouais. Comment tu fais ça pour une organisation? Les organisations naissent, disparaissent, changent, sont rachetées, etc. Ouais. En plus, organisation, quand tu dis, c'est des départements. Enfin, Ouais. Ça revient un peu à la C'est une bonne question. question. Alors, c'est sûr que je pense que ce qui va sortir de cette analyse, ça va être des archétypes organisationnels. Ça va pas être exactement des organisations à un instant T qui existent 100%, etc. Parce que ça évolue tellement vite que le temps que je fasse mon étude, ça a changé. On va trouver des archétypes. On va trouver genre Google, mais pas Google. Mais c'est mieux, c'est une meilleure approximation que rien du tout.
d'après moi. Et puis, effectivement, le vivant, c'est du temps, mais mon message, et donc c'est de la vraie évolution, entre guillemets, mais mon message pour vous, c'est les organisations aussi, c'est du temps, en fait. Et il y a une notion de temps qui est sous-jacente dans tout ce que je raconte là, qui est que si tu te promènes sur l'arbre, tu te promènes dans le temps. Beaucoup trop de nos transformations, d'après moi, on perd la notion du temps parce qu'on voit juste une liste de choses à faire. Et on pense, OK, telle organisation fait telle pratique, j'ai juste à appuyer sur le bouton de la pratique, je le fais, ça y est, je l'ai. J'ai installé Jira, je suis agile. Vous voyez le truc. Donc, de la même manière, moi, ce que je veux démontrer avec l'arbre, c'est autant quel serait le bon chemin pour évoluer, que prenez conscience que ça va être vraiment long. Vous êtes là, ils sont là. Il faut quasiment revenir à l'ancêtre commun des ancêtres communs pour se rendre là. Voire même, est-ce que vous ne feriez pas mieux de monter une start-up sur le côté qui serait native d'une branche de l'arbre. L'avantage de la start-up, par exemple, c'est que tu peux la faire web native ou cloud native. Et là, tu viens de sauter directement sur une branche où tu es cloud native. Par contre, tu es une start-up. Une question de Chantal sur Internet. Si le chemin emprunté par une organisation ne permet pas nécessairement à une autre organisation de reproduire le même résultat, à quoi pourrait alors servir de refaire le même chemin organisationnel? Ouais, c'est une bonne question. Donc, je ne veux pas retomber dans le piège de la prédiction et de dire qu'il faut suivre exactement le même chemin. Ce que j'aimerais que ma recherche aille valider comme hypothèse, je vous présente une hypothèse de travail. Hein. Gardez ça en tête. Je ne vous présente pas un résultat achevé. Je me le rappelle à moi-même de ne pas tomber dans le piège de vous dire « Hey, si vous faites ça, ça marche ». Je ne sais pas. Je pense que ça va être cool. Mais ce que je pense qu'en tout cas, je dis, c'est à cette organisation, si tu souhaites ressembler, donc suivre ce chemin-là, enfin, si tu souhaites ressembler à telle autre organisation, le premier pas a des chances d'être celui-là. Et ensuite, on refera l'analyse. Il ne faut pas oublier aussi que comme il y a un pas de temps culturel, le temps que tu fasses ton premier changement, que tu prennes ton premier embranchement sur l'arbre, il a changé. Donc, il faut réanalyser l'arbre, il faut refaire ça, etc. Donc, je ne perds pas la cyclicité de l'analyse, mais je pense que mon analyse permet de mieux sélectionner le premier pas que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, qui est de regarder ce qui shine, regarder les ailes de l'oiseau, puis dire hey, on n'a qu'à avoir des ailes, eux, ils arrivent à voler, pourquoi pas nous? Ouais. Oui, merci. Donc la question, c'est est-ce que des facteurs environnementaux pourraient limiter les avenues? Oui, absolument. Dans la biologie, dans le vivant, on ne peut pas devenir n'importe quelle espèce, enfin on peut essayer, mais on ne va pas survivre, de devenir n'importe quelle espèce dans n'importe quel contexte. Donc si vous balancez un pingouin dans la savane, regardez ce qui se passe. Et c'est aussi un des messages que j'espère qu'il va ressortir de cette analyse, c'est il y a des branches de l'arbre sur lesquelles vous aimeriez aller parce que vous avez vu le dernier post de blog fancy qui dit qu'il faudrait, comme Spotify, ou faire le Spotify model, mais c'est de démontrer, regarde, tous ceux qui sont dans un rayon de 10 km culturel autour de Spotify, c'est tous des acteurs pur web du domaine de la musique, je dis n'importe quoi. Toi, t'es pas ça. Il y a des chances que tu sois un pingouin qui veut aller habiter dans la savane. Okay. Je pense que ça sortira comme une conclusion. Moi, cet outil, je voudrais que ça soit un outil stratégique pour faire prendre les bonnes décisions aux entreprises et aussi pour avoir des transformations qui sont douces et qui sont émergentes, donc des transformations où quand on introduit un changement, il va fonctionner dans l'écosystème dans lequel il est. Pour pas, encore une fois, parce que le pingouin dans la savane, j'arrête pas de changer de... ou le chat avec ses ailes, j'aurais dû en écrire une sur un pingouin. Le pingouin dans la savane, non seulement ça fonctionne pas, mais c'est violent de le mettre là. Il va souffrir. Et il y a des transformations d'entreprises qui font souffrir, parce qu'on les met, on croit qu'ils vont être capables d'être quelque chose qu'ils ne peuvent pas être. Merci. Pour faire le parallèle avec une des premières réponses que tu nous as apportées, si on est d'accord que pour faire cet arbre-là organisationnel, il faut définir un bon degré d'analyse, et puisqu'on parle d'organisation, est-ce qu'à un moment donné, tu penses que ça va être pertinent de faire un arbre en mimétisme au niveau des individus, et donc à ce niveau-là, des compétences nécessaires en fonction des nœuds qui vont arriver, en fait, puisque pour mettre en place des changements, il faut des compétences, il faut des humains, parce que les organisations sans les humains, bien sûr, c'est rien. Ouais. Donc, mon intuition, ce serait effectivement, forcément, ça va arriver. Et qu'est-ce que tu en penses? Ouais.
Bah déjà, merci, parce que j'avais pas pensé à ça. Mais je pense que tu as raison. Je pense qu'effectivement, j'espère, je postule que l'arbre va aussi montrer qu'il y a des types d'individus qui sont faits pour certaines branches de l'arbre, pour certaines organisations, en termes de savoir-faire. Et que ça pourrait nous aider à accompagner ces individus, par exemple dans une évolution de carrière, en suivant l'arbre de ce qu'ils sont, pour les amener dans l'écosystème dans lequel ils sont faits pour être. Encore une fois, pour éviter la violence de mettre des gens en dehors de leur écosystème. Ouais. Ouais. Bah merci, j'avais pas pensé à ça non plus. Mais donc la question c'est, est-ce qu'on se concentre uniquement sur les changements positifs ou aussi sur les changements négatifs qui ont échoué? J'adorerais créer cet arbre, aller chercher de la data, avoir le bon questionnaire, créer l'arbre, pas avec des prénoms dans une conférence, réellement organisationnelle, et puis ensuite analyser des use cases réels de transformation. Et j'espère, pour que ça valide mon hypothèse, que ça va montrer que c'est toujours des tentatives de saut trop brusque d'une branche à l'autre. Et ça, ce serait une bonne façon d'analyser un échec. Est-ce que ça va être ça, ou est-ce que je vais complètement planter, puis ce ne sera pas ça? Ça, je ne sais pas encore. Il paraît que c'est terminé. Alors, merci beaucoup. Les gens sont toujours en ligne et Ok. il y a encore une question pour toi si tu as 2 minutes. Ouais, j'ai du temps pour la question. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une limite? Est-ce qu'il y a une limite à ce qu'un organisme peut changer en retournant en arrière trop loin? Est-ce risqué pour l'organisation de perdre sa valeur? Ouais. Exemple veut ressembler à Google, mais c'est un organisme dans le réseau de santé. 100% d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je disais que un de mes conseils au chat, c'est peut-être pas de vouloir devenir un oiseau, mais de devenir un meilleur chat, de devenir un lion. C'est exactement ça mon message. Je pense que ça va ressortir parfois, que ce soit ça la recommandation. Deviens un meilleur chat, tu ne seras pas un oiseau. Merci.